Chaque jour, quand tu prends ton service, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Donc dès qu'on a commencé à entendre que ça pétait au Stade de France, tout s'est enchaîné très rapidement. Il y a la famille qui regarde devant la télé, c'est très compliqué. C'est des chaînes d'attaque. Ils sont formés, ils sont dressés, c'est des collègues à quatre pattes. Moi je pense qu'on a une belle police qui n'est pas forcément appréciée comme elle devrait l'être. Action! Philippe de Paris. Donc toi, tu as fait partie de la BRI pendant 5 ans. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la spécificité de cette unité? Parce que c'est vrai qu'on confond beaucoup avec GIGN, police, tout ça. Ok. Déjà, Marco, merci de me recevoir. Donc la BRI, c'est un des plus vieux services de France, puisqu'il va fêter ses 60 ans en 2024. À la base, ça a été créé suite à une recrudescence de vols à main armée sur la capitale. Il fallait une entité qui s'occupe essentiellement de gérer tout ça. L'idée, en fait, plutôt que de partir de l'action criminelle et d'aller jusqu'aux bandits, ils essayaient à l'époque de partir des pseudo-bandits pour essayer de les intercepter avant l'action criminelle, voire par la suite, mais au moins déjà d'avoir fait beaucoup de travail là-dessus. Les missions de la BRI ont commencé à évoluer en 72, après les Jeux Olympiques, où il y a eu une grosse prise d'otages et des victimes, donc il fallait une force d'intervention qui soit opérationnelle pour ce type d'intervention, essentiellement sur la capitale. Ça concorde à peu près avec la création des anciens groupes d'intervention de la police nationale, les GIPN, qui sont maintenant passés sous le label RAID, si je puis dire, depuis quelques années déjà. Et donc du coup, toi, tu étais quel genre d'enfant? Tranquille. Tranquille, j'ai jamais fait de bruit, j'ai toujours été plutôt discret. Donc du coup, d'où vient cette volonté d'aller au cœur de l'action, de protéger son pays? Il y a eu un basculement, non, du coup? Disons que j'ai toujours aimé un petit peu, tu vois, l'image du policier, du voleur, quelque part. Tu vois, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et à un moment de ma vie où je savais pas trop quoi faire, j'ai un copain qui était policier. Et la police, ça m'est apparu quelque part comme une évidence parce que, d'après ce qu'il me contait, c'était finalement un métier qui avait la capacité de m'apporter quelque chose de nouveau chaque jour. Oui, c'est ça. Même si la thématique est la même, chaque jour, quand tu prends ton service, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Donc finalement, ça évite un petit peu ce côté routinier qu'on pourrait retrouver dans certaines professions. On s'ennuie jamais, en fait. Ouais, et puis on est censé s'adapter au milieu dans lequel on évolue. Ouais. Donc tout est possible. Ouais. On doit s'adapter, c'est tout. Il faut qu'on soit des caméléons, il faut qu'on se fonde dans le décor. En plus, il y a une pluralité de disciplines dans la police qui est vraiment très intéressante. Celui qui veut faire du sport ou enseigner le tir, il peut faire FTIC, donc c'est le formateur de ces thématiques. Celui qui veut faire de la moto, il y a la compagnie motocycliste. Celui qui veut faire maître chien, il y a maître chien. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose de très très vaste. Et je pense que tout le monde peut trouver ce qu'il cherche dans la police nationale, du moins en tant que policier. Et donc du coup, tu rentres à la BRI en 2016. Comment se passent les sélections du coup à l'époque? Alors, moi j'avais déjà passé les sélections quelques années auparavant et à l'époque je faisais partie de la brigade d'intervention. La brigade d'intervention, c'était une des composantes de la brigade anticommando parce que la BRI, lorsqu'elle se met en mode intervention pour évoluer sur des prises d'otages, des forcenés ou des événements comme 2015, elle actionne ce qu'on appelle la brigade anticommando. Ça va lui permettre de déclencher différents services qui vont pouvoir venir la renforcer. Et la BI en faisait partie. Donc après les événements de 2015, il y a eu d'autres sélections, une passerelle, et j'en ai profité pour intégrer la BRI. Justement, entrer dans la BRI, c'était l'accomplissement de ta carrière pour toi? Tu sais, quand j'ai passé mon concours de la police nationale, moi ce qui vraiment m'intéressait, ce qui me faisait entre guillemets rêver, c'était la BAC. Mais pas la brigade anticommando, c'était la brigade anticriminalité. Un peu toujours ce côté chasseur, courir après les bandits, si je puis dire. Et au fil du temps, les choses ont évolué, d'autant plus que lorsque j'ai eu mon concours de la police, le bouquin que m'a offert mon père, c'était les mémoires du commissaire Broussard. Alors, le commissaire Broussard, c'était un des commissaires emblématiques de l'unité. C'est celui qui a interpellé Mérine, si tu vois, si tu arrives à recentrer. Ok. Donc, tu vois, lorsque j'ai senti à un moment donné que j'en avais marre de rester à la BAC, j'ai fait une rencontre d'un collègue qui était à l'ABI. Et donc, lorsqu'il m'a expliqué ses missions avec la BRI, tout de suite, j'ai eu ce petit flash, ce petit rappel, et je me suis dit, mais oui, mais ça c'est un beau service, c'est une belle opportunité, il faut tenter. Alors je suis passé par l'ABI, j'ai pas pu rentrer à la BRI tout de suite, parce que pour différentes raisons, qu'elles soient essentiellement professionnelles ou personnelles, mais finalement j'ai réussi à l'intégrer, ouais, j'en suis fier, carrément. Et justement, tu te souviens de ta première mission? Honnêtement non. Non, parce que tu sais, on faisait beaucoup d'assistance le matin, on a fait quelques interventions ensemble. J'ai des événements marquants, bien sûr, avec la BRI, sans y avoir été, puisqu'on était sous le label BAC. Les événements de 2015 qui nous ont tous marqués, forcément, parce que c'était assez intense. Et là, c'était la fusion entre la brigade d'intervention à l'époque et la BRI.
Justement, tu as réagi comment ce jour-là, le 13 novembre 2015, quand tu as appris la nouvelle, ça allait être la BRI qui allait devoir agir? Je ne veux pas trop rentrer dans les détails du 13 novembre, pourquoi? Parce que le procès va avoir lieu. D'accord. Okay. C'est peut-être un petit peu délicat, quoi qu'il en soit. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu sais, sur Paris, la BRI était compétente, la BAC était compétente. Donc dès qu'on a commencé à entendre par Radio Police, si je puis dire, que ça pétait au Stade de France, bon, une explosion soit, deux, ça commence à faire beaucoup. Et après, tout s'est enchaîné très rapidement. Donc tout le monde a fait ce qu'on appelle un retour service et pour se regrouper le plus rapidement possible. 2015, c'était vraiment particulier, donc forcément, il y avait un peu de peur, il y avait de l'adrénaline, et ouais, c'était un sentiment particulier, effectivement. Et tu te souviens justement quel sentiment t'as traversé la première fois que tu as enfilé cette tenue d'intervention? Alors la tenue d'intervention, c'est la tenue noire, donc c'est vrai qu'elle est assez emblématique, parce que c'est quelque chose, lorsqu'on va intégrer ce type de service, il y a plusieurs facettes à la BRI, mais quand on met la tenue noire, c'est la facette intervention. C'est toujours une satisfaction, c'est un aboutissement. Bien sûr. C'est symbolique plutôt, voilà. Parce que c'est qu'une tenue. Et c'est vrai qu'au fil des missions, tu as appris à te connaître face à l'adversité, mais est-ce qu'en mission, on se sent quand même constamment en danger? Le risque zéro n'existe pas. Après, le danger, on essaye finalement de le limiter au maximum, que ce soit par les renseignements qu'on prend, la façon d'aborder l'intervention, les différents types de protection balistique. Le but, c'est vraiment de réduire au maximum la prise de risque, qu'elle soit pour nous ou autrui, bien sûr. Comment ta famille, elle les vit, ces moments-là où tu leur dis aujourd'hui, je vais partir en mission Tu sais, déjà à la base, c'est pour entrer dans ce type de service, mais ça n'engage que moi, il faut qu'il y ait une concertation avec la famille. Pourquoi? Parce que c'est des services qui sont très prenants en termes d'horaire, d'investissement personnel. Et quand on a une famille, comme tu l'évoquais, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour s'occuper de cette famille et pallier un petit peu aux absences qu'on pourra avoir. Donc c'est finalement un autre travail d'équipe. Est-ce qu'elles ont déjà mal vécu une intervention? Ce qui est compliqué, et là je peux rebondir sur 2015, sur l'hypercachère. L'hypercachère, c'était médiatisé. Donc toi, tu es dans ton truc, je vais être honnête avec toi, je n'ai pas pensé spécialement à ma famille parce que j'étais focalisé sur ce qui se passait. Et c'était déjà suffisamment compliqué comme ça, sans se rajouter, entre guillemets, j'ai bien sûr des contraintes supplémentaires. Mais après, vous savez qu'il va falloir gérer tout ça parce qu'il y a la famille qui regarde devant la télé. Et c'est très compliqué. Ouais, ça peut être compliqué. Mais est-ce que tu étais toujours transparent à 100% sur les risques avec eux? Ouais. Ah oui? Ouais. D'accord. C'est pas le cas de tout le monde, il y en a, ils ont tendance quand même à minimiser. En fait. Tu sais, peut-être qu'à une certaine époque, on pouvait un petit peu, entre guillemets, arrondir les angles sur certaines choses. Maintenant, ça va tellement vite avec les médias, les réseaux, les gens filment avec leur smartphone. Donc, finalement, toutes les infos, elles arrivent rapidement. Donc les gens sont au courant. Alors, à la limite, moi, j'ai choisi la transparence parce que ça me paraissait beaucoup plus simple. Et finalement, ça permet d'en parler. Et le fait d'en parler, ça élimine un petit peu cette interrogation que certains peuvent avoir, et ça permet finalement d'arrondir les angles, que ça soit plus, pas agréable, mais plus facile à vivre. Ouais, c'est ça. Et quelle relation t'entretenais avec tes collègues? Tu sais, c'est des relations de groupe, on est dans des groupes qui sont quasiment, on est tout le temps ensemble, on passe quasiment autant de temps en groupe qu'en famille, donc forcément, ce que je mets dans le livre, c'est vraiment l'ambiance des groupes. C'est ce que j'ai essayé de faire ressortir par rapport à mon ressenti et mon vécu. Des retours que j'ai des collègues, ça leur plaît plutôt, donc je pense pas m'être trompé finalement. Est-ce que toi, tu as déjà peut-être assisté à une blessure très grave d'un ami ou peut-être même à la mort de l'un d'entre eux? Non, heureusement, après des blessures, oui, on en a connu, ça fait malheureusement partie du métier et ça se gère, quoi. Et toi, est-ce que tu t'es déjà gravement blessé? Écoute, la plus grosse blessure que j'ai eue, elle m'a coûté 3 semaines d'arrêt et c'était un arrachement inguinal. En gros, je me suis fait coincer le doigt dans une porte par un de mes collègues quand j'étais à la BAC et je me suis retrouvé avec l'ongle à la perpendiculaire, ça m'a valu 3 semaines d'arrêt. Donc je suis plutôt chanceux. Mais c'est fréquent ou pas que des gens de la BRI se prennent des balles Écoute, les derniers blessés par balle qu'on a eu, c'était sur l'année 2015. Ah oui, d'accord, ok. Un collègue à la BRI et un collègue à la brigade d'intervention. Comment on réagit face à un attentat? À la base, tu essayes d'avoir un maximum d'informations, comme sur toute intervention, pour pouvoir te préparer. Le dire, on est prêt en amont, mais peut-être pour les différents choix de process ou de matériel à prendre. Mais les process, ils sont établis, on les connaît, donc on les applique en fonction de la situation, et tout le reste du temps, on s'adapte.
Est-ce que tu penses que la France et Paris notamment sont assez sécurisés aujourd'hui? Franchement, depuis 2015, après les événements, je me suis dit, ouais, peut-être que j'avais l'impression de monter moi-même un peu en parano quelque part. Je me suis dit, bon, peut-être que je monte un peu trop. Quoi qu'il en soit, je me suis aperçu que tous mes collègues qui étaient essentiellement aussi sur la voie publique, eux, ils étaient montés au taquet parce tout le monde avait effectivement compris qu'il s'était passé quelque chose qui allait changer notre mode de fonctionnement, et c'est ce qui se retrouve finalement actuellement. La menace, elle est toujours présente, mais la police s'est adaptée. Ouais. La police s'est adaptée, les collègues se sont adaptés, avec en plus toutes les missions qui sont dévolues à la police nationale. Donc ça nous fait beaucoup de choses, quelque part. Et c'est vrai que dans le livre, tu dis qu'un membre de la BRI, il est équipé d'au moins 25 kilos de matériel. Est-ce que c'est dur à supporter en mission? Complètement. Ça va déjà dépendre de ton gabarit. Tu vois, moi, je suis un petit gabarit, donc forcément, ça va plus me peser qu'un collègue qui fait 100 kilos, qui va être plus massif. Donc, du coup, on court moins vite Alors, on fatigue vite? Ouais, on fatigue plutôt vite. La course en lourd, je te dis pas que ça se fait pas, mais c'est quand même extrêmement rare et très compliqué. Donc c'est pour ça quoi. Alors tu sais, quand on dit lourd, ça va dépendre. Alors, tu pars déjà avec ton gilet lourd, okay, ton arme principale, le fusil, qui est devenu maintenant le fusil d'assaut. Enfin, c'est devenu le fusil d'assaut depuis les événements, parce qu'avant on avait essentiellement en arme principale l'arme de poing et on avait des armes longues dans les colonnes. Mais depuis, comme je te le disais, la police s'est adaptée. Donc on a tous une arme individuelle d'épaule et une arme individuelle de poing. Okay. Donc tu vois, tu as déjà ces deux types de matériel sur toi, donc ça pèse. Le gilet lourd, ça pèse. Dessus, tu as les munitions, les chargeurs. Tu peux être amené à porter un bouclier lourd, qui lui pèse son poids aussi. Et après, les différents moyens tels que le rail, tout ce qui est lié à l'effraction. Sans oublier, bien sûr, le casque lourd. Et l'effraction, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà réalisé? Oui. Ça se passe comment, du coup, concrètement? Il y a plusieurs types d'effractions, on va faire rapidement. Il y a l'effraction chaude, l'effraction froide, entre guillemets. L'effraction chaude, c'est les explosifs qui sont dédiés essentiellement aux spécialistes. Après, les autres types d'effractions, tu peux les faire au bélier, tu peux les faire avec un rail. Tu sais, c'est un gros bélier finalement qui te permet d'avoir plus d'inertie et d'être porté par plusieurs personnes. Et autrement, on utilise tous quasiment le door rider. C'est un système un vérin hydraulique que tu poses sur la serrure et qui, par sa poussée, va complètement défoncer la serrure, voire le bâti. La dernière que j'ai faite, je m'en souviens parce que c'était une des plus sympas. Donc je pose le door rider. J'en ai pas fait beaucoup des effractions. Je n'étais pas souvent les fracs, mais celle-ci c'était marrant parce que tu vois, je pose le door rider et normalement c'était un bâtiment assez récent. Et donc la porte, c'est censé la pousser, ça fait une poussée de 3 tonnes, tu sais, avec l'appui sur le centre de la porte et ça arrache, ça pousse la serrure. Et là, en fait, comme c'était une fondation relativement récente, il y a tout le bâti et tout le mur qui est parti avec. Et la porte, elle s'est couchée et elle est restée attachée finalement par tous les câbles électriques qui pendaient. Donc on n'est pas passé par la porte, on est passé au-dessus de la porte. Pourquoi c'est important d'avoir cet effet de surprise dans les effractions? On fait souvent les effracs le matin, ce qu'on appelle les matinales, pour aller chercher des gens. Ah, c'est souvent le matin? Ouais, souvent le matin, okay. Parce qu'il y a des heures légales à respecter. Et l'idéal, c'est de choper les gens au saut du lit pour pouvoir les interpeller plus facilement. Et on a plus de chances de les trouver au domicile. Et donc du coup, comment on agit sur une prise d'otage? Dans l'idée, la priorité, c'est de sauver l'otage. Oui. Ok, donc idéalement, c'est une reddition du preneur d'otage. Comme ça engage pas les forces, nos forces, entre guillemets, ça les expose pas et tout se termine bien. Donc ça, c'est une phase de négociation. Après, il y a plusieurs process dans lesquels je ne vais pas rentrer, par discrétion bien sûr, qui sont mis en place pour tout faire pour sauver l'otage. Le but, voilà, c'est la priorité à l'otage. On n'est pas là non plus pour neutraliser le preneur d'otage. Donc tout est mis finalement en place pour que l'intervention se passe le mieux possible et surtout sans le moins de casse possible. Et c'est vrai qu'avant chaque mission, il y a des briefings qu'ils ont fait. Est-ce que tu peux me dire comment ça se passe du coup? C'est quoi l'ambiance du briefing? L'ambiance du briefing, tout le monde est à l'écoute. Généralement, les rôles dans la colonne, tu sais, il y a des rôles, il y a plusieurs opérateurs, on fonctionne souvent par binôme, donc B1, B2, B3, ainsi de suite, qui va faire les fracs. Donc les rôles sont prédéfinis bien à l'avance. Okay. Et donc sur le briefing, tu écoutes toutes les consignes. Surtout savoir où tu vas, sur qui tu vas, les lieux, la topographie des lieux, le nombre d'intervenants, le nombre d'otages, de victimes, peu importe, ça dépend sur quoi tu interviens. Essayer d'avoir le maximum d'informations. Mais il t'est déjà arrivé qu'il y ait des imprévus, du coup tu peux pas respecter le briefing et de devoir prendre tes propres décisions en fait? Ça arrive souvent, ça s'appelle l'adaptation. Ouais.
Tu peux rentrer dans un bâtiment où par exemple, tu vois, si tu as un appart, tu as à peu près la topographie de l'appartement. Et quand tu rentres dedans, il y a rien qui correspond, donc il faut s'adapter. Donc ça, tu peux pas élaborer quelque chose, c'est de l'adaptation. Oui, c'est vrai que c'est... Et justement, comment on sent la minute qui précède une intervention? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on a hâte presque d'en finir? Tout le monde est dans le match. Après, quand tu rentres dans ce type de service, c'est parce que tu aimes l'intervention. On va pas se mentir, on aime l'intervention. Donc quand tu vas rentrer, c'est un petit peu le but ultime, parce que souvent tu attends longtemps. Peut-être que l'intervention puisse se terminer par l'aide de la négo ou une reddition toute simple. Et quand il faut y aller, il faut y aller. Donc on est tous contents d'y aller. Pourquoi? Parce que ça fait X temps que tu attends devant la porte. Et puis finalement, l'intervention pure, c'est le but ultime de notre métier. C'est vrai qu'il y a un moment dans le livre où tu évoques le rôle que jouent les chiens d'attaque. Ouais. En quoi consiste leur job et dans quel type d'émission en fait ils jouent leur rôle? Tu peux envoyer un chien d'attaque sur quelqu'un qui peut être potentiellement armé pour éviter justement d'envoyer des opérateurs. Et donc ils sont formés c'est des chiens d'attaque, ouais, ils sont formés, ils sont dressés. Ok, c'est ça. C'est des collègues à quatre pattes. Comment on vous entraîne à la BRI pour faire face à toutes ces situations de crise qui sont très diverses? Tu as un entraînement qui est régulier et continu. Donc ça va de la tactique, ça va de l'effraction. L'effraction, c'est des spécialités comme la descente en rappel, ce qu'on appelle la VARAP. Après, il y a du paradropping, il y a du tir de précision, il y a la tactique. Ça, c'est nos missions du côté noir, mais au-delà de ça, ce qu'on n'a pas encore évoqué, c'est l'aspect police judiciaire. Oui. Qu'on fait beaucoup. Parce qu'en fait, la BRI, c'est la double casquette. C'est pas que de l'intervention, c'est beaucoup aussi de police judiciaire. Tu peux nous en parler un peu justement ce rôle-là? La police judiciaire, c'est essentiellement une des autres appellations de la BRI, c'est l'anti-gang. Oui, donc c'est lutter contre le grand banditisme. Donc la BRI, elle fait beaucoup de police judiciaire. Oui, c'est important en fait. Oui, c'est important, ça fait partie du cœur de métier. Donc ça va être surveiller des criminels, d'accord, les filocher jusqu'à les interpeller en flagrant délit ou légèrement différé. Il y a un peu une petite enquête. Oui, c'est une enquête qui peut durer même un bout de temps. Ça faisait partie du boulot, donc tu vois, je ne vais pas dire que c'est 50-50, parce que bon, heureusement, il n'y a pas non plus des interventions au risque tout le temps. Donc notre cœur de métier, en attendant, en dehors des entraînements bien sûr, c'est essentiellement la police judiciaire. Et pour un jeune aujourd'hui, quelle qualité principale tu dirais que ça requiert? Là, on va avoir je sais qu'il va y avoir des sélections bientôt en fin d'année. Donc, ce qui est intéressant, c'est des profils qui viennent de bac ou même de police judiciaire, des gens qui soient aussi intéressés par les deux thématiques. La thématique de la police judiciaire, qui est indissociable de la thématique de l'intervention du noir, et vice-versa, bien sûr. Donc, c'est des gens qui sont polyvalents, finalement. Polyvalents et qui ont une grosse capacité à pouvoir appliquer tout ce qu'on pourrait leur enseigner lors de la formation. Oui, ok. Ça, c'est important. Je ne te fais pas le détail des caractéristiques physiques qu'on demande lors des sélections, des différentes épreuves. Mais lors de nos sélections, il y a autant de physique que de tactique, enfin technique, tactique si tu veux, et d'action de police judiciaire, enfin de police de terrain essentiellement. Interpellation de véhicules, filoche piéton, tout ce qui fait partie de notre cœur de métier finalement. Ouais. Et en fait, dans le bouquin, tous les retours que j'ai essentiellement, c'est les gens apprécient le fait que j'étais un peu intrusif dans la vie privée des opérateurs. Pourquoi? Pour montrer que finalement, on avait tous nos problématiques et que c'était finalement comme pour tout le monde, pareil. C'était le premier objectif du livre, ça ou... L'idée du bouquin, c'était de quelque chose d'assez laudatif pour les opérateurs, de mettre les opérateurs en avant, les gardiens, les officiers, les officiers supérieurs, et surtout de montrer leur quotidien, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie familiale. Et c'était quoi le plus difficile dans ce livre? Peut-être l'écriture, chercher les idées des histoires? Ce qui m'a le plus cassé les pieds, c'est toute la phase de relecture et de correction. Ah oui. C'est vraiment... pas trouvé ça intéressant pour le coup. Et donc là, on peut chercher, il n'y aura pas de faute? Théoriquement, non. Peut-être une coquille, soit, il y a peut-être une coquille. Mais au-delà de ça, l'écriture, non, franchement, c'est venu plutôt facilement et c'était assez fluide. Je l'ai écrit en 2 mois et demi, j'ai écrit la suite aussi. Ok, d'accord. Ouais, j'ai écrit une suite et là, je suis sur le 3e tome. Donc, je me suis lancé, je me suis fixé finalement 3 tomes et puis ce sera bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer
la couverture du livre? Alors la couverture, c'est pas celle que j'avais choisie initialement. J'avais trouvé une belle couverture en noir et blanc qui datait du 19e. C'était une photo de cette gargouille, une chimère, en noir et blanc qui était vraiment très belle. Et on n'a pas pu la mettre pour des histoires de droit. En fait, dans l'idée, la gargouille représente la protection, l'aspect protecteur des églises essentiellement. Donc c'est l'aspect protecteur d'un site. Donc ça correspond bien à l'emblème de l'unité. Puisque finalement, la BRI est là, entre guillemets, pour protéger symboliquement la capitale. En plus, bien sûr, tous les autres intervenants. Un livre presque agréable aussi à tous, hein, parce que c'est facile à lire. C'est toi qui peux juger? Oui. C'est toi qui peux juger? Je trouve qu'il est assez accessible. Accessible, oui, oui, d'accord. Vulgarisé à des moments pour que tout le monde puisse comprendre. Disons que c'est en fait notre façon d'évoluer. Donc c'est un livre d'opérateur, pour les opérateurs, pour tout le monde. Ouais. C'est le but aussi, un peu faire connaître. Tout à fait, tout à fait. Ce que je disais, mettre vraiment les opérateurs en avant en mettant devant de la scène leur vie privée, quelque part, un petit peu, avec leur vie professionnelle. L'ambiance de groupe, en fait, tout ce qu'on peut retrouver. Oui, en plus des différentes interventions. Oui. Et puis les découvrir autrement, c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi sur la police négativement, surtout ces derniers mois. Oui, alors après, tu sais, le côté, je sais pas, j'imagine que tu as pu lire qu'il y avait de l'ambiance dans l'unité. C'est l'ambiance qu'on retrouve finalement dans tous les services de la police nationale, parce qu'on a quand même beaucoup d'humour, on va pas se le cacher. Et l'image qu'on reflète, moi je la trouve plutôt positive. Je parle pas forcément de la BRI, je parle de l'ensemble de la police nationale. Moi je pense qu'on a une belle police, qui n'est pas forcément appréciée comme elle devrait l'être. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que chaque fois qu'il y a un problème, ceux qui viennent aider les gens, c'est essentiellement les policiers, bien sûr les pompiers, tous les services de secours. Et la société a changé, les choses ont changé, et on s'adapte, on fait comme on peut avec les moyens du bord, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Et la population a changé aussi. Philippe, est-ce que tu peux me parler un peu des différents personnages de ton histoire, est-ce qu'ils sont inspirés de faits réels justement? Pour créer tous ces personnages, je me suis servi finalement de ce que j'avais un peu devant moi, des gens que je connaissais. Et ce que je trouvais sympathique, c'est que chacun puisse se retrouver finalement dans un des personnages. Quand je dis chacun, ça va de mon entourage personnel, mes amis proches, et des opérateurs forcément de la BRI. J'ai des copains du RAID aussi qui sont, j'ai des privés de joke là-dedans pour qu'ils puissent se reconnaître. Et vraiment, c'était mettre en valeur tous les opérateurs pour que ce soit finalement je ne vais pas dire le bouquin de tout le monde, mais que tout le monde, que chacun puisse retrouver des traits de caractère ou des choses qui ont été vécues et que ça leur parle un peu plus. Et du coup, ça leur a plu? Écoute, j'ai des bons retours, il y a des choses qui plaisent ou qui plaisent moins, ça c'est évident. J'ai beaucoup de retours positifs des non-flics, si je puis me permettre. Des gens qui découvrent l'unité et qui sont surtout emballés de cette immersion au sein du groupe. Avec ce côté aussi un peu personnel sur leur vie familiale et comment tout s'imbrique, comment tout se gère. Et ça apporte peut-être plus d'humanité finalement au personnage encore. Est-ce qu'il y a un personnage en particulier du livre où les collègues s'identifient le plus? Ouais, j'ai un personnage Martial, donc, qui a différents petits surnoms. Le gros Babar, donc tous les costauds, ouais, Babar c'est moi, le gros c'est moi. J'ai eu 2-3 commentaires comme ça, et c'était marrant, donc ils sont identifiés à ça, et pour le coup ils ont raison. Parce que j'avais fait des petits jeux de mots en plus, d'autres private jokes dans le texte pour que certains puissent se reconnaître plus personnellement. Ça fonctionne plutôt bien ça. C'est vrai, donc tu dis qu'il y en a beaucoup qui sont costauds, qui peuvent s'identifier, mais toi c'est vrai que tu prouves le contraire en montrant qu'on peut bien faire partie de la BRI et pas forcément être le plus costaud, le plus barré. Comment je dois prendre ça du Non mais je te taquine. Il n'y a pas besoin d'être le plus grand, Tout à fait. En fait, on recherche des profils différents. Pourquoi? On recherche, comme on a une grosse phase polyjudiciaire où on est censé finalement se fondre dans la population ou dans le décor, il faut des grands, il faut des petits, il faut des un peu plus costauds, un peu plus minces. C'est vraiment relativement ouvert et c'est bien. Chacun a ses atouts en fait. Tout à fait. Toi, c'est quoi ta spécificité? Peut-être t'es peut-être plus vif que certains. Je suis plus petit. Oui. Est-ce que c'est un atout? Quoi ça peut servir? Dans certaines situations, c'est quand même pas mal de ne pas être trop grand. Lesquels, par exemple? En intervention, quand c'est compliqué, on se dit c'est bien d'être petit pour pouvoir mieux se protéger. Après, tu sais, on parlait des différents gabarits, ça va de mon gabarit au plus grand qui fait plus de 2 mètres. Mais ça va toujours dépendre finalement, tu vois, je te parlais tout à l'heure des facultés, des capacités d'adaptation qu'on recherchait chez les copains, chez les collègues. Et celui d'arriver à se fondre dans le décor, ça en fait partie. Donc tu peux faire 2 mètres et arriver à te faire tout petit et à passer nickel dans la foule, tu sais, dans le nombre, et finalement faire mon gabarit et pas avoir une attitude naturelle et te faire lever tout de suite par la personne, le client que tu suis.
Donc c'est vraiment une question d'adaptation et de personne. Ouais, Et c'est ça qui est sympa. Et quel sport de combat on apprend à la BRI? Ce qui est beaucoup pratiqué dans la police, c'est le pied-point. Oui. Ouais, le sport pied-point classique. Ouais. Il y a beaucoup de MMA aussi. Oui, Ouais, donc, après, chacun s'entraîne plus ou moins librement, mais ça tourne beaucoup en boxe. Ouais. Beaucoup en boxe, en pied-point et au sol aussi. Et c'est vrai que la préparation mentale est aussi importante que la préparation physique. Tout à fait. Bah, finalement, tu vois, dans différents sports, d'ailleurs la préparation mentale a connu un essor assez important ces dernières années, notamment dans le sport, parce que tu t'entraînes physiquement, tu te prépares techniquement, et finalement, qu'est-ce qui gère l'ensemble? Bah, c'est le mental. Donc si tu n'es pas prêt le jour J, tu peux être très bon à l'entraînement et pas bon en compétition, parce que bah, peut-être qu'il y a des défaillances, et le fait de le travailler, bah, ça peut aider certains athlètes. Il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin, hein, qui trouvent leurs ressources tranquillement, parce que c'est leur façon, leur mode de fonctionnement. Il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir cette petite aide, cette petite préparation justement pour pouvoir performer et ressortir un maximum de leur performance le jour J. Dans l'intervention, finalement, quelque part, c'est pareil. Mais du coup, comment ça se travaille? Alors dans la police, on a les techniques d'optimisation du potentiel. Moi, j'ai découvert ça il y a un peu plus de 10 ans au RAID. Et ils ont été les précurseurs là-dedans et ça a commencé de fil en aiguille, notamment après 2015, à se développer pour tout l'ensemble de la police nationale. Et c'est une bonne chose parce que finalement, ça permet aux collègues de terrain d'avoir différents types de techniques pour apprendre à se réguler, à se dynamiser quand il faut, à comprendre les mécanismes du sommeil, de la motivation, la gestion du stress. Et ça leur permet finalement d'avoir plus d'outils, si je puis dire, pour pouvoir affronter le quotidien. Attention, je ne te dis pas que ça pallie à tout, mais c'est un outil supplémentaire. Et c'est un courant pédagogique. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est fait pour... c'est pas un accompagnement à court terme, comme dans le médical ou autre. C'est vraiment une formation, c'est vraiment une vocation pédagogique. On enseigne des techniques. Et du coup, quelle est la place des femmes dans ce milieu? Alors c'est vrai qu'au niveau des groupes d'intervention, il n'y a pas un pourcentage élevé de femmes. La BRIPP elle est assez spécifique parce qu'elle est niveau 3, et je te l'ai dit tout à l'heure, tu sais, il y a la partie intervention et la partie police judiciaire. Sur tout le territoire, je crois qu'il y a, sans dire de bêtises, je crois qu'il y a 22 BRI, 22 autres BRI, et sur l'ensemble d'elles, il doit y avoir 4-5 femmes, me semble-t-il. Okay. Et comment tu l'expliques, ce faible taux? Bah déjà, peut-être qu'elles se présentent moins en sélection. Moi, de mémoire, toi, pour la BRIPP, j'ai pas vu beaucoup de femmes se présenter. Okay. Donc forcément, le taux de réussite est moins important. Et pourtant, c'est important d'avoir des femmes aussi dans ce type d'unité. Dans le mode de recrutement, l'équité est de mise. Donc on ne va pas avantager l'un ou l'autre. On cherche des profils. Si la personne correspond au profil, il n'y a pas de raison qu'elle ne vienne pas. Moi j'ai en mémoire, tu vois, quand j'étais à la brigade d'intervention, il y a une collègue, je crois qu'elle était en bac. Elle boxait bien, elle était physique, elle s'entraînait. Elle a passé les tests à l'époque les tests de la BRI nationale. Et elle avait fini major promotion devant tous les mecs. Pourquoi? Parce qu'elle était polyvalente, elle s'était entraînée, elle était aussi forte sur les métiers de police classiques qui peuvent être demandés, tu vois, des trucs simples, hein, menottage, interpellation véhicule, que sur l'aspect physique. Et ça a matché, parce qu'elle avait en plus certainement les qualités requises et ils ont jugé bon de la prendre et elle a fini major de promotion. Donc tu vois, tout est faisable. Et est-ce que tu as déjà vu un collègue à toi que tu as trouvé vraiment excellent, quelqu'un qui sortait du lot, quoi? Il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a. Peut-être pas forcément sur l'ensemble, tu vois, mais parce que c'est difficile d'être bon sur toutes les thématiques. Mais jouant en police judiciaire, on a des chasseurs super expérimentés. Je dis chasseur, c'est vraiment le collègue qui va avoir une passion pour la thématique, tu vois, qui va constamment être en train de glaner des informations, aller dans les commissariats, aller au contact des collègues pour avoir des informations, trouver des véhicules, faire les parkings, enfin faire différents types de recherches, parce que ça leur plaît. Et ces gens-là, ils sont tellement passionnés qu'ils amènent des superbes affaires. Et à l'inverse, on a toujours aussi des gens qui sont passionnés par l'intervention. Comme je l'écris un peu dans le bouquin, tu sais, des gens qui sont à la pointe, pas de la technologie, mais de l'armement, du matériel. Et ces gens-là, ils apportent un plus, parce que comme ils sont toujours à la pointe, et ça nous permet, nous, finalement, d'évoluer et d'être toujours dans le move, si je puis dire. Après, au niveau sportif, c'est pareil. Au niveau sportif, c'est pareil. Il y a des copains, c'est des machines de guerre. J'imagine. Que ce soit en course, en musculation, et en parallèle, ça ne les empêche pas d'être de super poulets. Est-ce que tu as une citation pour finir? La citation de la BRI, c'est Per verbum, per gladum, par le glaive, par l'épée. Bon, merci beaucoup en tout cas, Philippe. Merci Marco. Clap de fin.